Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Le G7 et l'Afrique, 7 dirigeants du continent, ont été invités à la grand-messe des pays les plus riches de la planète en Allemagne. Des débats sur la lutte contre le terrorisme et sur le changement climatique. Des crimes contre l'humanité commis par l'un des régimes les plus totalitaires au monde. Un rapport de l'ONU dénonce la situation en Érythrée, un pays que fuient chaque mois plus de 5000 personnes. Nous parlerons également de la situation au Soudan du Sud, un conflit oublié qui continue à faire des victimes. Les rebelles ont annoncé avoir pris la main sur des champs pétroliers. Ce week-end, notre invité, chef de mission de MSF à Djouba, nous alertera sur la situation dramatique pour la population, mais aussi pour les travailleurs humanitaires. Le G7 s'est donc conclu dans les Alpes bavaroises ce lundi avec un accord sur le climat et des appels à l'unité dans la lutte contre les terroristes islamistes. Angela Merkel avait invité autour de la table 7 dirigeants africains à participer à ce sommet, l'occasion d'aborder des questions importantes avec leurs homologues occidentaux. Nicolas Germain. Muhammadu Buhari est président du Nigeria depuis moins de 2 semaines, mais à la tête de la première économie africaine, il est déjà l'invité du G7. Il n'était pas le seul représentant du continent convié en Allemagne. Les dirigeants du Sénégal, de l'Éthiopie, du Libéria, de l'Afrique du Sud et de la Tunisie étaient aussi présents. Avec les présidents africains, les membres du G7 ont abordé les questions climatiques. Ils veulent mettre en place 10 000 mégawatts supplémentaires de capacité installée d'énergie renouvelable d'ici 2020 en Afrique. L'autre grand dossier débattu avec les Africains a été la lutte contre le terrorisme. Le G7 a exprimé sa solidarité avec les pays touchés par ce fléau, notamment le Nigeria et la Tunisie. Le président nigérian a d'ailleurs eu un tête-à-tête avec François Hollande. Selon son entourage, il a demandé aux Occidentaux davantage d'aide pour lutter contre le groupe Boko Haram. Au final, pas de décision majeure concernant l'Afrique lors de ce sommet. Mais c'est l'occasion pour les dirigeants du continent d'obtenir des rencontres bilatérales et de faire passer certains messages auprès des présidents des plus grandes puissances économiques de la planète. Et signe d'une volonté d'être plus proche du terrain dans la guerre contre Boko Haram, le Nigeria qui annonce aujourd'hui avoir commencé à transférer le centre de commandement de l'armée dédié à la lutte contre les islamistes à Maïdougouri dans le nord-est du pays. Un nouveau face-à-face des Libyens au Maroc, plongé dans le chaos depuis 2011. La Libye est divisée entre 2 autorités et confrontée à la montée en puissance du groupe État islamique. Un nouveau round de négociations a démarré aujourd'hui près de Rabat au Maroc. Des négociations annoncées comme décisives par l'ONU. On en parle tout de suite avec notre correspondante Sarah Doublier. Sarah, vous suivez les débats pour nous à Skirat. Est-ce qu'il y a eu des avancées aujourd'hui ? Eh bien, les délégations sont arrivées au goutte à goutte, notamment celle du département de Tripoli, non reconnue par la communauté internationale, pour participer donc à des discussions informelles tout au long de la journée. Un membre de la délégation rivale du Parlement de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale, nous confiait tout à l'heure être très confiant en l'issue des négociations, puisqu'il estimait qu'un accord pourrait même intervenir demain après-midi. Un optimisme toutefois tempéré du côté de la délégation rivale dite de Tripoli, où l'on affirme qu'aujourd'hui, les discussions n'ont enregistré aucune avancée. Quoi qu'il en soit, les 2 parties disent avoir conscience de l'urgence de trouver un accord politique face à la montée en puissance de l'organisation de l'État islamique en Libye. Le patron de la mission d'appui de l'ONU dans le pays annonce en ce moment même officiellement la reprise de ce dialogue politique. Bernardino León qui place tous ses espoirs dans ces 5e rounds pour parler, où doit être présentée une 4e version du plan de sortie de crise prévue par l'ONU. Le responsable onusien qui travaille depuis plus d'1 an à mettre d'accord ses parlements rivaux a donné jusqu'au 17 juin aux partis pour former un gouvernement d'union nationale. Un responsable donc libyen qui nous dit qu'il pourrait intervenir demain après-midi. Il faut savoir que les 2 délégations rivales sont attendues demain à Berlin pour rencontrer plusieurs responsables européens lors du sommet du G7. Merci beaucoup pour ces précisions. Sarah Doublier en ligne avec nous de Skirat, près de Rabat, au Maroc. Des violations des droits de l'homme systématiques et à grande échelle ont été commises par le gouvernement érythréen. C'est ce que dénonce aujourd'hui l'ONU dans un rapport qui évoque l'un des systèmes les plus totalitaires au monde. Un système que fuient des milliers d'Érythréens chaque mois. Célia Caracena et Paul-Rémy Barjavel. Torture, esclavage sexuel et travaux forcés ordonnés par le pouvoir érythréen. Les enquêteurs de l'ONU dénoncent un système répressif, un État totalitaire qui contrôle la population dans tous les secteurs de la société. Ils soupçonnent le gouvernement de crimes contre l'humanité.
Notamment pointé du doigt le service national obligatoire d'une durée théorique de 18 mois, mais qui cache en réalité un moyen pour le régime de compter sur une main-d'œuvre réduite à l'état d'esclavage pendant des décennies. L'Érythrée devrait adopter un code militaire qui punit et interdit les mauvais traitements, le harcèlement et l'exploitation des conscrits. Il devrait aussi mettre fin au recrutement forcé d'enfants de moins de 18 ans. La population fuit en masse. Chaque mois, 5000 jeunes tentent de quitter leur pays en direction du Soudan et de la Libye. Les Érythréens forment après les Syriens l'un des plus gros contingents de migrants à débarquer en Sicile. L'Érythrée, petit pays de la Corne de l'Afrique, est dirigé d'une main de fer par le président Isaias Afewerki depuis son indépendance en 1993, après 30 ans de guerre contre l'Éthiopie. Les autorités n'avaient pas permis aux enquêteurs de l'ONU de se rendre sur place et n'ont pas réagi à leur rapport à charge. L'actualité, en bref, dans le reste du continent, nouvelle date pour les élections au Burundi. La présidentielle pourrait avoir lieu le 15 juillet prochain et les législatives et communales le 26 juin. C'est ce que propose aujourd'hui la commission électorale au Burundi. Le report des élections avait été annoncé à la suite des pressions nationales et internationales. Le pays est en proie à une grave crise politique, des manifestations et des violences depuis le 26 avril, au lendemain de l'annonce du président Nkurunziza qui souhaite briguer un troisième mandat. Oscar Pistorius pourrait être remis en liberté surveillée en Afrique du Sud dès le 21 août, après à peine 10 mois de détention, le minimum imposé par la loi sud-africaine. La commission de détention va se prononcer cette semaine, mais l'athlète paralympique condamné à 5 ans de prison pour le meurtre de sa compagne n'est pas pour autant tiré d'affaire. Il va être rejugé en appel en novembre prochain. Début ce lundi des 3 journées de deuil national décrétées au Ghana après l'incendie qui a fait entre 150 morts et 200 morts jeudi dernier. Incendie causé par un court-circuit dans une station-service où des centaines de personnes s'étaient réfugiées des très fortes pluies qui s'abattent sur la capitale Accra. Plus de 10 000 personnes sont affectées par ces inondations selon la Croix-Rouge. Le jour du drame, le président avait évoqué une catastrophe presque sans précédent pour le pays. Et on va parler à présent de la situation au Soudan du Sud avec notre invité, chef de mission de MSF. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce journal. Le Soudan du Sud, c'est un petit pays qui fêtera son indépendance début juillet, 4 ans d'indépendance. Et pourtant, ce sera sans fanfare. Le pays reste ravagé par un conflit entre frères ennemis. Le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar. Des accords, des trêves ont été signés, mais ne sont pas toujours respectés, loin de là sur le terrain. Ce week-end, les rebelles ont encore annoncé avoir pris le contrôle de plusieurs champs pétroliers. Marc Van de Muller, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que ce conflit, il semble un petit peu oublié, et pourtant il y a encore des victimes quotidiennement. Quelles sont les zones du Soudan du Sud qui sont les plus affectées ? Aujourd'hui, depuis la dernière reprise en 2013, la zone la plus affectée avec l'insécurité, c'est plutôt le nord-est du pays. Malheureusement, aujourd'hui, on a aussi un impact plus grand sur le pays avec une crise économique parce qu'après l'insécurité qui commence pour maintenant 1 an et demi. Donc, on a vu aussi l'impact sur le service et santé et tout ça dans tout le pays. Et pourtant, il n'y avait déjà pas grand-chose au Soudan du Sud, hein, ce petit pays qui est né en 2011, après des années, des décennies de guerre contre le Soudan, contre Khartoum. Et là, vous qui allez dans cette région depuis bien longtemps maintenant, vous avez vu la situation se dégrader et finalement se dégrader encore ces derniers mois sur le terrain? Oui, malheureusement, on a prévu un peu le mois de mai-juin. Normalement, c'est dans le côté militaire et donc pour nous aussi pour l'insécurité, mais aussi pour la population. On expecte une escalation, c'est normal, c'est avant la saison des pluies. Mais cette année, c'est juste trop, c'est trop haut, c'est partout. Et le truc qui est tout neuf, c'est un ciblé d'une population directe, la population civile, qu'on n'a pas vu dans cette scale avant. Normalement, Sud-Soudan, c'est un peu le conflit, le militaire contre militaire, le jeune homme sur une zone de combat, mais sans civil. Aujourd'hui, on veut vraiment une tactique de brûler des villages, comme vu. Il y a des cibles, les populations sont ciblées de façon ethnique, en fonction de leur ethnie?
Ça dépend. C'est quelquefois c'est le même ethnique qui fait le combat ou non. C'est une simplification de dire c'est une guerre ethnique. C'est parti dans toutes les guerres, c'est parti de ça. Mais c'est une simplification aujourd'hui pour dire c'est seulement ça. Parce que le dernier combat, on a vu aussi quelques clans sur une tribu qui se battent et avec les résultats horribles. Et pour vous, pour les humanitaires, c'est très difficile de travailler. Il y a des attaques contre vos locaux, contre vos travailleurs, vos employés? Oui, on a eu, comme l'année dernière, quelques fois, on a déjà 2 hôpitaux qui sont maintenant pas grands hôpitaux, qui ne sont pas opérationnels aujourd'hui. On cherche les autres solutions carrément, mais ce n'est pas respecté l'état des hôpitaux et tout ça. Cette année, carrément, on fait l'évacuation en avance. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous parler de ce pays qu'on a tendance à oublier trop souvent, mais on en parle ici sur France 24. Merci d'avoir suivi le Journal de l'Afrique. On va terminer en musique avec la chanteuse camerounaise Kaïssa qui sera bientôt en concert au Café de la Danse fin juin à Paris. Omundi mwawase etiti tolambo visima bwa bongo ebanja na ditondo mele